Alors, si vous voulez, on va commencer. J'ai l'habitude de dire, je m'excuse de vous interrompre, mais... C'est bon signe, ça veut dire qu'il y a de l'animation. Les gens ne dorment pas, alors c'est bien, c'est bien. Alors, donc, on entreprend notre 4e rencontre. Vous savez, donc, ça fait partie d'une série. Et avec les conférences qu'on a vues jusqu'à présent, c'est-à-dire celles qui portaient à la fois sur l'art des Indiens de la côte ouest, vous vous souvenez, la toute première, et les deux autres où je vous ai passé pas mal de dogmes catholiques, etc., surtout avec Ozias le Duc. Ces trois conférences-là, si vous voulez, on avait affaire au phénomène religieux comme un phénomène collectif. Hein? Autrement dit, où les programmes iconographiques sont plus ou moins définis d'avance par des traditions, dans le cas des Indiens par des mythes, des choses comme ça, et dans le cas du catholicisme, disons, par une longue tradition iconographique aussi, avec des modèles, etc. Alors, on pourrait dire, dans ces cas-là, la religion est comme un phénomène collectif, un phénomène aussi de cohésion de société. Là, à partir d'aujourd'hui, les cas qu'on va voir, comme par exemple aujourd'hui Lauren Harris et Emily Carr. Là, vous allez voir qu'on est dans un tout autre monde. On a affaire à des expériences très individuelles et pas du tout à ces références collectives comme on a eu jusqu'à présent. Et d'une certaine façon, ça paraît plus près de nous aujourd'hui, hein, parce que comme le dit Marcel Gauchet, on vit dans une période de sortie de la religion. Il préfère ça que de parler de laïcité. Enfin, c'est un Français, évidemment, puis la laïcité, Dieu sait si c'est important en France et s'il y a eu des discussions là-dessus. Mais sortie de religion, ça voudrait dire que, non pas que la croyance religieuse n'existe plus, il en restera toujours, mais qu'elle n'a plus le rôle, disons, organisateur de la pensée et surtout des modes de comportement de la société. Hein? On peut imaginer très bien que maintenant, on fait par exemple une séparation entre l'Église et l'État, on fait une séparation entre ce qui est croyance personnelle et ce qui est les lois du pays, etc. Donc, on assiste à une espèce de sortie de la religion dans ce sens-là, surtout en Europe et aussi, espérons, un petit peu au Québec, peut-être moins chez nos voisins du Sud, là, qui ont l'air de vouloir y retourner, mais en tout cas, de toute façon, vous avez, enfin, on peut parler d'un phénomène fondamental de la modernité. Donc, d'une part, sortie de la religion, mais d'autre part, individuation de la croyance. C'est-à-dire que la croyance devient un fait individuel. Et souvent, d'ailleurs, éminemment respectable, c'est-à-dire avec des gens qui arrivent avec des expériences qu'ils ont fait eux-mêmes et dont ils témoignent sans vouloir, justement, embrigader tout le monde, puis surtout transformer la société en fonction de certains dogmes ou de certains comportements. Et les artistes qu'on va voir aujourd'hui, vous allez voir, sont de très bons exemples de ces prises de conscience individuelles. Ils ont des préoccupations religieuses, mais ils les ont exprimées chacun de leur façon et surtout en essayant de faire un lien, disons, avec leur art. C'était ça qui était finalement leur grande préoccupation. Mais je vous dis un peu d'où ils sont partis quand même tous les deux. Commençons par Lauren Harris, par exemple. Il vient d'une famille où non seulement il est question de religion, mais par exemple, son grand-père est un ministre presbytérien. Alors donc, là, ce n'est pas simplement quelqu'un qui a une croyance, mais il y a quelqu'un chez lui, en fait, dans son ascendance, justement, qui est très mêlé avec l'Église protestante, en fait, de Toronto. Il y a 2 oncles aussi qui sont pasteurs. Alors, tu sais, on voit que ça fait certainement une espèce d'environnement tout à fait spécial. Hein? D'ailleurs, à Toronto, les deux, un sur la rue Bloor, puis l'autre, je ne me rappelle plus, là, dans un endroit. La mère de Harris est Christian Scientist. Alors là aussi, et pas simplement de nom, mais très active dans ce mouvement-là. Hein? Alors donc, c'est des gens qui certainement, dans leur enfance, ont connu ce que je pourrais appeler là, cette religion de société, cette religion collective. Hein?
Mais comme ça arrive souvent, enfin, des fois les voyages forment la jeunesse, comme vous savez, au cours d'un séjour en Allemagne, un séjour d'études, Harris se détache un peu de ça. Et semble-t-il, peut-être déjà en Allemagne, découvre cette fameuse voie théosophique, là, la théosophie qui va l'intéresser. C'est une doctrine ésotérique. En fait, théosophie, vous savez d'où ça vient. Théo, c'est Dieu, et Sophie, ça veut dire la sagesse. C'est simplement donc une espèce de culte déiste, mais c'est surtout une idée, une espèce d'évolution spirituelle de l'humanité. On part de la matière, puis on s'en détache de plus en plus, puis on s'en va vers une vision de plus en plus spiritualiste, si on veut, de l'univers. Un bon exemple de ça dans l'art international, c'est Mondrian. Hein? On dit que Mondrian avait très peu de livres dans sa bibliothèque. Il y en avait 3, et dont 2 qui étaient 2 exemplaires du même volume. Ça ne fait pas beaucoup, ça, comme bibliothèque. Mais ce livre-là, qu'il avait en 2 exemplaires, c'est un livre par un monsieur Schoenmaker, et dans lequel, entre autres, Schoenmaker expliquait que la structure de l'univers, quand on a tout pensé, qu'on l'a épuré ou abstraite, se réduit finalement à une horizontale puis à une verticale. Alors, quand on voit ce que Mondrian a fait ensuite avec ça, on voit qu'il a pu voir là une espèce de percée possible vers sa croyance et l'art. Hein. Et c'est certainement ça un peu qui a été la crise, si on veut, religieuse de Harris, c'est de trouver un moyen d'exprimer dans son art un peu les croyances ou en fait les aspirations qu'il avait. Hein. Et je commence par vous montrer un tableau d'Harris qui n'est peut-être pas très typique de lui, puisqu'on le connaît plutôt comme un paysagiste, mais qui vous montre un petit peu, peut-être à travers un personnage, en fait, qui est ce pasteur là, qui s'appelle Salem Bland, un peu ce genre de préoccupation qu'il avait. Là. Il l'a présenté comme un mystique qui regarde en face de lui, qui nous regarde, qui nous traverse du regard, on pourrait dire d'une certaine façon. Le bon pasteur en question, Salem Bland, c'était plutôt un genre de pasteur un peu socialiste. Il était passé du méthodisme à la United Church of Canada. Alors, il était allé vers des positions plus populaires. Et en particulier, il militait pour les syndicats chrétiens, enfin en Ontario. Hein. Mais il était aussi intéressé par ce qu'on appelle le spiritualisme, là, la possibilité de parler avec les morts. Là. Ça, c'est un côté un peu plus étrange du personnage, mais en tout cas, de toute façon, j'essaie d'évoquer un petit peu tout ce monde-là. Et là, le portrait que fait Harris de ce personnage-là, au fond, c'est parce qu'il a suivi de ses prêches, etc., mais aussi, c'est quand il est, à ce moment-là, quand il l'a fait en 1925, il est déjà complètement gagné à cette pensée théosophique. Il fait partie, d'ailleurs, Harris, de façon nominale, si on veut. Enfin, il est vraiment membre à la fois de la Société internationale de théosophie et de sa succursale canadienne, hein, qui a été plus active, si vous voulez, en milieu anglophone, mais qui avait un journal qui s'appelait The Canadian Theosophist, dans lequel, d'ailleurs, Harris a publié plusieurs articles, donc faisant une contribution intellectuelle là, réelle là-dedans. Si on regarde maintenant le cas d'Émilie Carr, je vous présente ses parents. Là aussi, elle vient d'une famille dans laquelle on ne badine pas beaucoup avec la religion. Monsieur Richard Carr, le bonhomme qui est à gauche là, de l'écran, était de la First Presbyterian Church à Victoria. Hein. Victoria, c'est déjà une ville encore assez sévère, assez spéciale. Je ne sais pas si vous avez visité, mais en tout cas, on sent encore que les traditions sont très fortes. Et alors, imaginez-vous, là, à l'époque de la jeunesse de la petite Émilie Carr, là, ça devait être encore plus tranché. En particulier, M. Carr faisait prier ses filles, il y avait plus de 3 ou 4, là, à 7h45 le matin, avant de partir pour la journée, et il les amenait lui-même à l'église le dimanche. Et sa femme était, elle, plutôt épiscopalienne. Alors ça, c'est une... Si vous voulez, dans l'anglicanisme, vous avez des courants qui sont pour l'abolition du sacerdoce, enfin, dans lesquels, d'une certaine façon, vous avez contact avec Dieu à travers la Bible, point. Hein, vous n'avez pas besoin d'autre chose. Tandis que les épiscopaliens maintenaient une certaine hiérarchie, maintenaient des prêtres ou des pasteurs, de manière à ce qu'il y ait un petit peu plus de contrôle là, sur la... Alors, elle était, Madame Carr, que vous voyez à droite, elle était plutôt, puis elle amenait les filles aux prêches le soir. Alors, ça faisait un dimanche un peu occupé. Hein?
Alors, la même chose arrive pour Emily Carr que ce qui est arrivé au fond pour Harris. Au cours de ses voyages d'études en Angleterre, elle aussi se détache en fait de ses pratiques religieuses. Et quand elle revient à Victoria d'abord, puis ensuite elle s'installe à Vancouver, là on pourrait dire qu'elle n'a pas, elle ne pratique plus, si vous voulez, elle n'est plus liée à ces formes de religion qu'elle a connues dans son enfance. Sauf qu'elle ne trouve pas dans la théosophie une espèce d'alternative que Harris avait trouvée. Autrement dit, Harris est un peu en suspens là-dessus. Et c'est pour ça d'ailleurs que sa rencontre avec Harris va être tellement importante, parce qu'Harris va arriver en lui donnant une solution à un problème qu'elle n'avait pas vraiment pu résoudre. C'est en gros, on pourrait dire ça. D'ailleurs, elle dit une phrase qui m'a toujours frappé. Je vous lis ça en anglais, c'est juste une ligne. Il dit « I guess », ça c'est Emily Carr qui disait ça, « I guess that long talk in Lauren Harris' studio was the pivot on which turned my entire life. » Cette longue conversation que j'ai eue dans l'atelier de Harris, je vous dirai dans quelles circonstances après, a été le pivot autour duquel tourne toute ma vie. Alors, autrement dit, elle attache une énorme importance à cette rencontre-là. Alors, c'est ça d'abord que je vais faire dans cette conférence. Je vais vous reconstituer un petit peu comment cette rencontre-là s'est faite. Parce que, disons, après tout, je suis un historien, j'aime conter des histoires. Alors, je vais essayer de vous décrire ça. Ça va vous paraître un long détour, mais comme vous allez voir, finalement, on va retrouver notre sujet. Comment ils se sont rencontrés? Parce qu'au fond, Emily Carr ne connaît pas le groupe des Sept avant de vraiment les rencontrer physiquement, si on peut dire, ou presque pas. Le seul du groupe qui était dans son coin du pays, c'est Varley. Varley enseignait à Vancouver. Elle le rencontre très brièvement à un moment donné. Ils sont polis tous les deux, mais ça ne clique pas vraiment. Tu sais, des fois, il y a des rencontres qu'on fait comme ça qui sont sans lendemain. Alors donc, ça, c'était le seul membre du groupe qu'elle pouvait rencontrer. Et les autres, elle ne les connaît pas. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a Eric Brown, qui est le directeur de la Galerie nationale à l'époque. Maintenant, on appelle ça le Musée des beaux-arts du Canada, mais à l'époque, ça s'appelait la National Gallery of Canada. Et Eric Brown, c'est le grand supporter du groupe des Sept. C'est celui qui les a mis sur la carte, si on veut. Il a vraiment misé sur eux. C'était un Anglais d'Angleterre, mais qui cherchait à définir un art canadien, puisqu'après tout, il était directeur d'un musée au Canada. Et donc, il avait pensé que le groupe des Sept, ça, c'était eux qui l'avaient vraiment. Ils avaient mis, si vous voulez, l'accent sur le paysage. Le paysage canadien devait être le facteur identitaire d'un art qui serait d'ici. Alors, Eric Brown rencontre Marius Barbeau, qui est un autre important personnage de mon histoire, qui est, lui, plutôt un ethnologue, comme vous savez, mais un ethnologue avec une culture très, très étendue. Il s'est intéressé, bien sûr, aux Indiens de la côte ouest. Vous vous souvenez, je pense avoir parlé de ça, qu'ils avaient amené des gens sur la rivière Skeena, etc. En tout cas, il était très intéressé par ça. Il a écrit sur les totems et tout ce qu'on voudra. Et par ailleurs aussi intéressé par la culture ancienne au Québec. Ici, il a fait beaucoup de collections de sculptures, des choses comme ça. Mais là, à ce moment-là, il rencontre Brown et tous les deux ont l'idée de faire une exposition d'art indien en parallèle avec des artistes modernes, enfin, entre guillemets. Native and modern of the West Coast. C'est un peu leur idée. C'est essayer de faire une espèce de confrontation, si on veut, dans laquelle Brown explique que l'esthétique aurait plus d'importance que l'ethnologique. C'est-à-dire que les rapprochements qu'on essaierait de faire entre l'art des Indiens de la côte ouest, d'une part, et l'art des peintres canadiens modernes, devraient être plutôt sur un plan esthétique que sur un plan ethnologique. Bon, ça, il dit, c'est très nouveau, ça n'a jamais été fait. Il veut faire ça en décembre 1927. C'est vrai pour le Canada, ça n'a pas été fait au Canada, mais ça avait été fait ailleurs, en Europe et aux États-Unis déjà, cette idée de confronter les deux traditions. Et là, je vous présente un peu la couverture du catalogue de cette exposition-là, dans laquelle, en effet, vous allez retrouver deux choses. Vous allez retrouver des objets d'art indien. Je vais vous montrer un peu des photos d'accrochage après, vous allez voir un peu. Et aussi des tableaux ou des sculptures d'artistes canadiens, certains très connus, d'autres moins. Il y avait, par exemple, parmi certainement les très connus, là, Holgate participait à cette exposition-là. Et il y avait Jackson, Hans Savage, Peggy Nicole, qu'on est en train de redécouvrir un peu. On vient de publier un gros livre sur sa biographie. Et la sculpteur Florence Weil et bien sûr Emily Carr. Emily Carr avait 26 tableaux dans cette exposition-là. Et c'est elle qui a dessiné la couverture
du catalogue. Si vous regardez en bas, en petites lettres, vous allez voir, c'est marqué Clewick. Clewick, c'est le nom qu'Émilie Carr s'était fait donner par des Indiens, en fait, de l'île de Vancouver. Ça veut dire celle qui rit. Hein? Pourquoi? Parce qu'elle était gênée, parce qu'elle n'avait pas trop leur dire. Et les gars ont trouvé, bon, she's nice, she's smiling all the time. On va l'appeler Clewick. Hein? Alors, et là, elle a gardé ce nom-là. De temps en temps, elle a même fait un petit livre de souvenirs de ses rapports avec les Indiens qui s'intitule comme ça, hein? Clewick. K-L-E-E, puis W-I-C-K plus loin, en 2 mots. Alors, donc, d'une certaine façon, on a déjà un petit problème là, pour cette exposition-là, puisque vous avez des motifs indiens, mais peints par un peintre qui ne l'est pas, hein, d'une certaine façon. Et d'ailleurs, quand Brown explique dans l'introduction du catalogue quel est le but de cette exposition-là, il dit on veut faire 2 choses. On veut montrer s'il y en a, parce qu'il n'est pas sûr, s'il y en a des rapports entre l'art des Indiens et l'art de our more sophisticated painter. C'est pas très gentil pour les Indiens, ça, en tout cas, mais c'est comme ça qu'il exprime ça. Alors, est-ce qu'il y a un rapport dans un sens ou dans l'autre, ou dans les 2 sens, s'il y en a, comme il dit? Et l'autre, il dit, on veut redonner des lettres de noblesse à l'art des Indiens. Donc, en les amenant sur un plan esthétique, en les montrant dans le cadre du musée, avec des tableaux de peintres modernes, on va leur donner une espèce de visibilité qu'ils n'avaient pas eu avant. Hein? C'est le but, si vous voulez, de cette exposition-là. C'est l'intention qui est derrière. Et là, disons, je vous montre juste 2 exemples de peintres qui sont moins connus, peut-être, pour faire image dans le monde. Il y avait d'abord encore ce Langdon Kin. Ça, c'est un amour de Barbeau. Barbeau a toujours admiré beaucoup ce peintre-là. Et je vous disais, c'était un illustrateur plus qu'un peintre, en fait. Hein. Je ne pense pas que ce soit un très grand peintre. Il était américain. Donc, ça aussi, c'était pour Barbeau, c'était un facteur positif, vous allez voir pourquoi. Barbeau était engagé à l'époque dans une longue entreprise qui va d'ailleurs mener plus ou moins à bien, de sauvegarde des totems de la côte ouest. Hein. Et il pensait qu'un illustrateur comme ça, qui est capable de montrer, par exemple ici, l'érection d'un totem, pourrait aider à sa cause. Hein. Et il lui fait obtenir une passe du CN pour aller se promener dans la rivière Skeena, en fait, comme il a fait pour Oldgate, comme il a fait pour Jackson, pour beaucoup d'autres. Et là, il pense que grâce à sa présence-là, ils vont peut-être arriver à faire déclarer comme un parc national toute cette région de la rivière Skeena, où, de fait, il y a beaucoup de ces totems et de ces sculptures. Hein. Alors ça rejoint l'autre, hein, quand je vous disais qu'un des buts de l'exposition, c'était de faire donner ses lettres de noblesse à l'art indien. Alors, c'est certainement, ça rejoint un peu aussi cette intention-là. L'autre artiste moins connu qui était représenté là, c'est un bonhomme qui s'appelle Phillips, Walter G. Phillips. Alors, je vous montre à gauche un de ses... en fait, c'est une gravure. En fait, ce n'est pas vraiment un tableau. Et 2 petits documents à droite parce que vous allez voir, ça explique un peu le sujet ici. Enfin, bon. Il raconte qu'il a vu devant une maison d'Indien, mais qui a l'air tout à fait moderne, hein, comme la maison qui est ici, qui a l'air, dit-il, d'une maison de blanc. Il a vu deux statues devant. Alors, et ce qui l'a frappé, c'est que ces statues-là, qui avaient l'air un peu étranges, ils portaient un baril, une espèce de baril de bière, comme ça, sur l'épaule. Alors, il dit, I have no idea quel est le symbolisme que ça peut bien avoir dans l'art indien, cette chose-là, d'avoir des colosses comme ça qui portent. Et en fait, ce qui est arrivé, on le sait depuis, il y a des ethnologues qui ont interviewé le vieux chef qui vit là-dedans. Ah, il dit, it was for a joke. Je voulais juste m'amuser. J'ai mis 2. Alors, de quoi il s'agit? C'était des figures qui étaient en fait comme des poteaux à l'intérieur de la maison ancestrale, en fait, de ce chef-là. Et là, au lieu de les jeter, puisque c'est des sculptures, il a décidé de les mettre devant sa maison, comme pour une décoration, puis en même temps, pour en faire des figures d'accueil. Puis quel meilleur accueil que d'avoir un baril de bière? Ça, non. Mais c'est que, surtout, c'est que ces poutres-là, en fait, ces poteaux-là, disons, soutenaient des poutres sur leurs épaules. Hein? C'est ça qui passait en réalité. Alors là, il n'y avait plus de maison, et pour remplacer ça, il a pensé de mettre ces deux barils-là. Par ailleurs, vois-tu, une autre chose que notre peintre ici a fait, vous voyez le totem qui ment dans l'arrière-fond, c'est ce totem-là ici, mais qui appartient à un tout autre village. Alors ça, c'est des combinaisons que les peintres pouvaient prendre avec l'art indien, tu sais, de prendre
un élément dans un village, un autre, là, il a supprimé la maison. Tu sais, il recompose tout ça. Chose qu'Émile Carr ne faisait pas beaucoup, ça. Dans ses travaux indiens, beaucoup plus près de la réalité, si bien quand on fait des parallèles avec des photos de l'époque, on voit qu'elle ne prenait pas ces risques-là. Mais pour Barbeau, tous ces peintres-là démontraient un peu son idée, c'est-à-dire que là, il voyait ça comme une espèce de dialogue avec l'art indien, hein, de la part de ces peintres modernes, qui vont vers les natives, comme il disait, hein, modern and native. Alors, pour lui, ça, c'était un exemple majeur de ce type de relation-là. En fait, c'est une relation aussi un peu ambivalente, puisqu'il y a un peu de prédation. On prend des idées de l'autre, puis on les combine à sa manière, puis on fait autre chose avec. Hein. Là, je vous montre une photo d'accrochage. Vous allez voir un petit peu comment ça se présentait. Ça devait être un petit peu dreadful, cette affaire-là, pas formidable. On ne ferait plus des accrochages comme ça maintenant dans les musées, où tout est aligné sur les murs. Alors, avec ce mélange d'art indien et de tableaux faits par des différents artistes que je signalais tout à l'heure. Ici, dans le coin, vous avez des dessins de Holgate. Hein? Je vais vous les montrer après. Et là, le grand tableau qui est là, c'est certainement un tableau d'Émile Carr. Je vais essayer de vous montrer ça aussi. Regardez, si on prend la même photo, mais qu'on met à côté, vous voyez, le petit personnage qui est en dessous, là, c'est probablement celui-là. Hein? Et l'autre, celui qui est là à gauche, c'est probablement celui-là. C'est des dessins qu'Holgate a fait en compagnie de Marius Barbeau. D'ailleurs, il est toujours mêlé à toutes ces entreprises-là, en allant de la même façon. C'est-à-dire, Holgate et Jackson ont accompagné Marius Barbeau sur la rivière Skeena, c'est-à-dire donc vraiment dans l'ouest du pays, assez au nord aussi, et ils ont fait des campagnes de dessin. Et ce qu'avait fait Holgate de plus intéressant, c'était surtout ses portraits d'Indiens. Hein? Le chef Gaume, là, que vous voyez en bas, là, il en a parlé un petit peu, il était assez spécial. Il ne regardait pas celui auquel les Blancs qui s'adressaient à lui. Hein. Il regardait comme ça, puis il faisait parler par un interprète. Alors, il gardait ses distances, et Holgate a noté ça. Il disait, quel peuple extraordinaire, fier d'eux-mêmes, etc. Il n'était pas du tout vexé par ça. Et regardez l'autre tableau là, que je vous prends ici, en fait, c'est un peu pâle, mais disons, celui qui est là, je pense bien que c'est ça hein, qu'on voit. C'est un tableau de... Vois-tu, il y a comme deux totems là, qu'on voit un peu plus proéminents. Alors, c'est un tableau d'Émile Carr aussi. C'est toujours les titres, c'est toujours les endroits. Hein, le Kitchener-Clan, c'est l'endroit où ça a été fait. Et là, on a aussi, souvent dans le cas d'Émile Carr, il y a des anthropologues dans l'Ouest qui ont fait des études sur la signification des totems qui sont représentés ici. Hein. Et disons, juste pour vous donner un exemple de ce genre de dialogue-là, c'est celui qui est ici à droite, commence par une espèce d'évocation des poutres d'une maison, en se disant un personnage qui est divisé en deux, comme, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a comme une fissure. D'un coup, il y a cette espèce d'oiseau mythique au très long bec qui est assez bizarre. En dessous, on voit deux personnages, mais en réalité, dans le totem, il y en a trois qui portent des marmottes sous leurs bras. Mais là, on ne le voit pas dans le tableau d'Émile Carr. Et finalement, une espèce de motif ici d'échelle. Il faut imaginer une poutre de bois comme ça dans laquelle il y a des encoches avec lesquelles on peut monter. Alors, on dit, qu'est-ce qui fait du sens là-dedans? Alors là, il y a un mythe de ce clan-là qui explique ça très bien. Il dit, on était des chasseurs, c'est le premier. On est parti de notre maison. On est rentré sur le territoire de chasse des marmottes et on s'est emparé de cet oiseau-là. Et là, tout d'un coup, le sol s'est effondré. Et pour sortir du trou, on s'est fait une échelle avec des encoches. Alors, autrement dit, le totem raconte une histoire, mais une histoire du clan en question. On pourrait dire, ça continue, tous les totems racontent ces histoires-là, les uns après les autres, d'une façon comme ça symbolique. Quand on le sait, ça fait beaucoup de sens, mais autrement, on ne voit pas quelle est la... Alors que, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans les interprétations que Kin fait, il voit ça au contraire justement comme on ferait un arbre généalogique. Le plus haut, c'est l'ancêtre, puis ensuite c'est le fils de l'ancêtre, puis ensuite c'est son fils, etc. Ce n'est pas vraiment ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est des histoires qui sont racontées et qu'on reproduit comme ça. Alors ça a intéressé évidemment Émile Carr beaucoup pendant très longue partie de sa carrière. Et elle était la seule, d'ailleurs, de ce groupe-là qui exposait là. Elle était la seule qui avait vraiment pris beaucoup de contacts avec les Indiens.
Hein. Les autres, là, Holgate et compagnie, ils sont allés une saison. Ils sont allés un été en 1926, 27, puis ou 25 ou avant. Mais ils sont allés une saison guidés par Marius Barbeau, etc. Donc, mais tandis que Émilie Carr, depuis 1908, elle se rendait dans les différents postes. Elle a voyagé elle-même, elle a fait des croquis sur place, etc. Alors, d'ailleurs, tous ses livres parlent de ses aventures de ce côté-là. Donc, c'était vraiment... regardez un autre exemple aussi d'un de ces tableaux qui se trouve là. Je suis sûr, en fait, que le tableau qui est ici au centre, c'est ce tableau-là, Tanou, là, Queen Charlotte Islands, qui est aux archives publiques là, de Colombie-Britannique. Remarquez en passant l'espèce d'association des cuillères à côté des tableaux. Là, on ne voit pas très bien. Le propos de l'exposition est un peu fumeux. C'est-à-dire qu'ils veulent montrer des influences, mais on n'en voit pas. C'est pas très... Dans un cas, le style de nos peintres n'a pas beaucoup changé. Ils ont comme sujet des sujets indiens, mais c'est tout. Hein? Alors, on voit pas, et du côté indien, on ne voit pas non plus d'influence française ou anglaise. Là, il y a pas de, alors, ce propos-là n'est pas très clair dans l'expo. Ce qui est clair, c'est évidemment la réclamation pour l'art indien d'un statut esthétique important. Ça, c'est clair. C'est ce que l'exposition fait. C'est de mettre en parallèle, dans un musée d'art, et non pas dans un musée d'ethnologie, des objets d'art indiens et européens, ou en tout cas d'origine canadienne, si on veut, more sophisticated, comme il disait. Et ça, on les met en parallèle. Alors ça, c'est ce but-là de l'exposition, on pourrait dire, a été atteint. Par contre, fut-elle un succès? Alors là, si vous lisez le journal d'Émilie Carr sur cette exposition-là, parce que, oui, ils vont la faire venir. Hein? Alors ça, c'est le début de mon histoire. Évidemment, on se rapproche un peu de Harris, vous allez voir tranquillement. Elle est en Vancouver, mais comme elle a 26 tableaux dans l'exposition, Brown et Barbeau décident de lui payer le voyage. Enfin, ils lui envoient un billet du CN et elle traverse tout le Canada comme ça en train. En lisant d'ailleurs Fred Hauser, là, pour être un peu informé sur le groupe des Sept, c'est un bonhomme qui avait fait un livre, le seul livre qu'il y avait à l'époque sur le groupe des Sept. Alors, elle lit ça dans le train. Et elle arrive donc, finalement, elle s'arrange pour arrêter un petit peu à Toronto avant d'arriver à Ottawa. Mais à Ottawa même, la façon dont ça s'est passé, elle était sur place. Elle raconte qu'elle dit, je suis arrivé avec les Barbeau, enfin avec Marius et sa femme, Barbeau, et j'ai dit, on est dans les premiers, il n'y a pas un chat. Hein? Mais elle dit, ça restait comme ça aussi, il n'y a pas grand monde. Tu sais, c'est vrai, c'est épouvantable. Ça, vous arrivez dans un vernissage, puis vous êtes, on est arrivé un peu tôt, puis ça reste comme ça. Là. Alors, elle dit, the exhibition has opened, and I might almost say open and close again. It was horrid. Alors après, it was dead. Dismal failure. The big rooms with the picture hanging in the soft, pleasant light were almost empty. The grand old totems, with their gray, stern faces, gazed tensely ahead alongside Kin's gay, blanketed Indian with their blind eyes. I was glad they were blind. They could not see the humiliation. Hein? Alors, donc, aucun succès. Et là, elle voit la catastrophe dans le visage de Marius Barbeau. Évidemment, c'est lui qui a tout organisé ça, puis avec tout ça. Et elle exprime une chose incroyable. Elle dit dans son journal que he was fooled by Eric Brown. Hein? En voulant dire que Eric Brown lui a fait croire que ce serait une exposition qui attirerait des foules, etc. Et il est tombé dans ce panneau-là, mais en réalité, ils n'ont fait aucune publicité, ils n'ont rien fait pour vraiment attirer l'attention. Je pense qu'il y a une raison plus profonde que ça aussi, c'est que l'entreprise qui veut le faire à ce moment-là, de faire reconnaître l'art indien comme un art esthétique valable, ce n'est pas acquis, ça. Hein? Et vous vous rappelez, à la toute première conférence, je disais qu'il y a de l'ambiguïté à ne voir que ce côté esthétique hein, dans l'art indien, puisqu'il y a aussi des dimensions politiques à tout ça. Mais on voit là que si vous replacez à l'époque, en 1927, quand cette exposition-là est présentée, même l'existence et l'intérêt de l'art des Indiens n'est même pas acquis. Hein? Alors donc, dans ce sens-là, c'était un essai valable. Après, il fallait peut-être continuer puis faire autre chose. Mais on voit le fiasco qu'ils ont eu à Ottawa est un signe de ça aussi. C'est un signe qu'on n'est pas encore prêt à reconnaître l'intérêt esthétique de ces œuvres-là. Alors là, évidemment, quand Jackson et Lismer voient la façon dont ça a tourné, ils sont arrangés parce que l'exposition voyageait ensuite à Toronto. Hein?
Vous la retrouvez ici à Toronto. Là, ce n'est pas dans la Galerie nationale, c'est à Toronto, à la Art Gallery of Ontario. Et là, ils ont vu à ce qu'il y ait un peu de public parce qu'ils bon, ont organisé un récital de chants indiens. Ils ont fait des films, des projections de films. Puis ils ont eu 5000 personnes. 5000, c'est mieux que rien. Évidemment, c'est mieux que 3 ou 4, mais ce n'est pas encore des grosses foules là, comme on en connaît maintenant dans les musées. Hein. Vous remarquez aussi sur le mur ici, dans la présentation à Toronto, le tableau d'Émilie Carr qu'on a ici au musée. Hein. Malheureusement, je ne l'avais pas en couleur. Je trouvais ça bizarre. J'ai dit comment ça se fait que je n'ai pas ça. Mais je l'ai retrouvé dans un livre un peu ancien. Donc, je l'ai juste en noir et blanc. Il y a eu, à Toronto, il y a eu un discours fait par Marius Barbeau, essayant d'expliquer son but. Et on voit, c'est intéressant. Ce qu'il rêve de faire, c'est qu'il y aurait une espèce d'émergence entre les artistes modernes et les artistes indiens qui définirait l'art canadien. Si on pouvait mettre ces deux courants-là ensemble, dit-il, on aurait un art à nous qui serait très différent de tous les autres et qu'on pourrait qualifier de véritablement canadien. En fait, ce n'est pas ça qui va se passer, comme vous savez. Ce qui va être finalement les figures identitaires de l'art canadien, ça va être ce que le groupe des 7 a fait, c'est-à-dire du paysage sans présence indienne plus que ça. Hein. Et on sent, il veut pousser dans ce sens-là. Il n'y aura pas beaucoup de réponses, sauf peut-être quand vous pensez à l'image touristique qu'on donne du Canada à l'étranger. Moi, je suis toujours frappé, quand vous allez à l'étranger, allez à l'ambassade canadienne puis regardez ce qu'il y a sur les murs. Il y a toujours des Inuit Art puis West Coast Art. Hein. Et autrement dit, quand il s'agit de vendre le Canada à l'étranger, on utilise ces images-là. Hein. Alors, d'une certaine façon, ils avaient raison au niveau touristique, si on veut, mais ça n'a pas marché au niveau de la peinture comme Brown ou d'autres, ou surtout Barbeau aurait pu l'imaginer. Hein. Il dit, cet art autochtone a à nos yeux une caractéristique louable, c'est qu'il est vraiment canadien par son inspiration. Il est issu entièrement de la terre et de la mer de notre pays. Et là, il dit, ben, pourquoi un art qui est issu de la terre et de la mer de notre pays chez les Indiens, si on ne pourra pas l'avoir aussi chez les non-Indiens, et pourquoi il n'y aurait pas une espèce de rencontre? Hein? Vous comprenez ce qu'il cherchait à faire. Hein? Et puis, alors, quand il essaie de voir la corrélation entre les deux, la corrélation entre les modes toténiques et les peintures modernes exposées tout près mettait en lumière comme les deux modes d'expression puisaient leur inspiration à la même source. C'est pas vrai, ça. C'est pas complet. Qu'est-ce qui est le problème, au fond? C'est que ça fait complètement abstraction de la culture. Hein? C'est comme si la nature était la cause des deux arts, hein? À la fois de l'art des Indiens et de l'art des Blancs. Mais en fait, il y a un gros filtrage entre les deux. C'est les cultures des deux parts, de part et d'autre. Hein? Alors, c'est de ça que ça fait abstraction. Et éventuellement, quand vous parlez de culture, vous parlez d'histoire aussi, et pourquoi pas aussi de politique. Alors, tout ça, on pourrait dire, c'est ce qui explique un peu l'échec de cette espèce de grand projet qu'ils avaient. Mais revenons à Émilie Carr. Alors, donc, je vous disais, dans le train, elle lit le livre de Fred Hauser et elle est frappée par ce tableau-là qui est reproduit dans le livre de Hauser. Hein? Elle s'en vient donc vers visiter cette exposition-là. C'est un tableau, elle ne connaît pas ce monsieur-là, Lauren Harris, elle est très frappée par ce tableau, Above Lake Superior. Donc, c'est un des tableaux qui est inspiré à Harris par ses voyages dans le nord, comme il dit, là, dans le nord du lac supérieur. Un endroit tout à fait dénudé, si on veut. C'est pour ça qu'on a des espèces d'arbres morts au premier plan. Et là, le lac supérieur, vous le voyez un petit peu dans le fond ici, de chaque côté, puis avec cette espèce de colline au centre. Et là, avec toute la simplification aussi. Et la réaction d'Émilie Carr, quand elle voit ça, au fond, juste dans une pas très bonne reproduction noir et blanc. Hein. C'est dans un livre publié en 1924, je pense, le livre d'Hauser. Et alors, à ce moment-là, vous avez, tu sais, on n'a pas beaucoup d'images en couleur. Et elle dit que ce tableau, an austere formal picture of great depth and dignity. Hein, c'est ça qu'elle sent dans le tableau. Et elle a raison, parce que d'une certaine façon, c'est vrai que c'est austère. Hein? Les formes sont réduites à presque rien. Et aussi, il y a ça, c'est une thèse que j'ai déjà développée peut-être devant vous. Chez Harris, on pourrait dire que la révélation qui vient du ciel, évidemment, parce que la théosophie, ça vous arrive d'en haut, ça, est fonction de la mort de la forêt. Hein? Les deux vont ensemble. C'est-à-dire que
La forêt, c'est ce qui obstrue la vue du ciel. Si vous êtes dans la forêt, vous ne voyez plus le ciel. Et là, alors c'est pour ça que vous avez ces arbres morts au premier plan. Ils ne sont pas là juste pour des effets décoratifs. Ils signifient aussi la révélation qu'on a du ciel, c'est-à-dire cette lumière qui nous descend dessus du théos, là, de la théosophie. Ça vient d'en haut. Hein, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Mais pour l'avoir, il faut détruire la forêt. Et j'avais, je ne sais pas si certains d'entre vous vont s'en souvenir, mais j'avais fait référence à une espèce d'histoire que raconte Giambattista Vico. Alors, Vico, c'est un penseur du 18e siècle, en fait, qui certainement avait pas nos connaissances au point de vue de la préhistoire, tout ça, mais il raconte pour lui l'origine de la religion. Il dit, au début, l'humanité est très primitive, vit dans les forêts, et n'a aucune idée du ciel. Et soudain, après le déluge, là, tout ça, on recommence à avoir du tonnerre et des éclairs. Il dit, ces hommes-là, qui étaient primitifs, qui ne comprenaient absolument rien, ils les appellent les bestioni en italien. C'est presque des bêtes, des gros bêtas, on pourrait dire en français, et qui se promènent dans la forêt, puis qui entendent tout d'un coup le tonnerre. Alors, il y en a un qui a l'idée de grimper aux arbres. Puis là, il découvre le ciel. Et là, il comprend que le tonnerre, c'est la voix des dieux. Enfin, il imagine que c'est la voix de Jupiter, comme dit Vico. Et là, ils se mettent à détruire la forêt pour entendre la voix de Dieu. Hein? C'est-à-dire que le mythe, comme le raconte Vico, correspond un petit peu à ce qu'on a ici, c'est-à-dire la révélation du ciel est fonction de la mort de la forêt. Et ça, vous allez voir, c'est une affaire que Carr ne pourra pas avaler. Je vous dis ça un peu d'avance. Bon, elle arrive à Toronto, comme je vous dis, en chemin. Elle veut voir ce bonhomme-là, Harris, évidemment. Et elle est pour quelques jours à Toronto avant d'arriver à Ottawa pour l'exposition que je viens de vous présenter avant, où elle avait ses 26 tableaux. Et là, ils lui font visiter les studios, ce fameux le studio building, là, où le groupe des 7 avait leur atelier là, sur la rue Severn à Toronto. Hein. C'est une photo de cet endroit-là qui avait été subventionné par le fameux docteur, j'oublie son nom, en tout cas, peu importe. Alors, chacun, si vous voulez, à chaque fenêtre, là, correspondait le studio d'un tel et d'un tel. Alors, elle est reçue par l'un et par l'autre. Hein. Et ce qui la frappe le plus, évidemment, c'est la visite du studio de Harris. Harris, à ce moment-là, est un monsieur un peu âgé, cheveux blancs, très gentil, très poli, qui parle gentiment à Emily Carr, qui vous la connaissez, c'est une espèce de grosse, bonne femme assez solide. Ça devait être un drôle de mélange, mais ils s'entendent très bien. Évidemment, je n'ai aucune idée quel tableau exactement elle a pu voir là, mais si on pense à des tableaux de ce style-là, qui sont à peu près contemporains, un peu avant, enfin, il ne faut pas que ce soit après, un peu avant la rencontre. Si elle voit des tableaux comme Peak Island ou d'autres comme ça, on peut s'expliquer sa réaction. Et là, elle tient un journal, donc on peut savoir jour après jour un peu ce qui se passe. Et elle écrit « I was like a dumb fool, a dumbfounded fool », c'est-à-dire qu'elle est complètement soufflée par ce qu'elle voit. Elle n'arrive pas à dire un mot. Et là, elle est accompagnée d'une Miss Buell qui, elle, s'occupe évidemment de faire tenir la conversation avec Harris. Puis Harris fait défiler ses tableaux comme ça, les uns après les autres, parlant gentiment de chaque tableau, qu'est-ce qu'il a voulu exprimer, etc. Et alors, elle dit, ça va right to the very core. Tu sais, ça m'a touché jusqu'au cœur, jusqu'à mon... Et elle dit, Harris is a revelation. A getting outside of oneself. Hein, c'est-à-dire, Harris, c'est une révélation, c'est une façon de sortir de soi et d'être confronté à quelque chose qu'elle n'a aucune idée de ce que c'était. C'est très difficile d'être plus fort hein, comme réaction. Puis elle revient ensuite à l'hôtel, puis là, elle écrit dans son journal 3 gros paragraphes. « Oh God, what did I saw? » Puis tout ça. Puis on voit que c'est vraiment... Et là, ce qu'elle dit, qui est très intéressant, c'est qu'elle dit « Enfin, je touche Dieu ». Hein, que j'ai toujours cherché. Enfin, je vois dans ces tableaux-là l'espace, la grandeur, l'espèce d'immensité, si on veut, du spectacle de la nature. Là, ça me parle. Là, ça me dit quelque chose du divin que je cherchais depuis toujours puis que je n'avais pas trouvé dans mon église épiscopalienne ou presbytérienne, ou tout ce qu'on voudra avant. Hein. Donc, une réaction très, très forte. Elle visite ensuite, dans le studio building, il y a les autres aussi, McDonald's, par exemple. Elle visite aussi
MacDonald, là encore, je ne sais pas si elle a vu ce tableau-là en particulier. Elle parle dans ses notes de Rushing River. J'ai dit, ça peut être ça peut être celui-là, puisque c'est une vue de la rivière de Montréal de façon... elle n'est pas reçue par MacDonald lui-même, mais par son fils, qui s'appelait Toro MacDonald. En plus, alors c'est vous dire comment ces gens-là sont très marqués par la pensée d'Emerson, puis par le transcendantalisme, etc. Mais en tout cas, de toute façon, je ne veux pas rentrer là-dedans. Alors, elle est plus critique sur MacDonald. Elle dit, c'est beau, c'est big and fine. Hein? C'est gentil. Lovely design. Quand les Anglais nous disent, it's lovely. Habituellement, it could be not so lovely. En tout cas. Alors, lovely design, mais a little hot and heavy and earthy. Hein? Un peu lourd, un peu chaud, un peu trop de couleurs, pas toujours bon contrôle. Elle dit, le seul tableau que j'ai aimé de lui, c'est le Tangle Garden. Vous le connaissez, ce tableau-là, il est souvent reproduit. Il est d'ailleurs à la Galerie nationale, enfin au Musée des beaux-arts du Canada. Alors, celui-là, elle dit, ça, c'est un peu meilleur. Donc, là, on sait qu'elle a vu au moins ce tableau-là. Mais il n'y a pas de comparaison avec les tableaux de Harris hein, dans son appréciation. On voit les tableaux d'un peu des autres, et c'est toujours Harris qui revient. Ensuite, de là, vous voyez, donc, est venue de l'Ouest. Elle s'arrête quelques jours à Toronto, avant à Ottawa, évidemment, pour l'ouverture, comme je vous l'ai raconté avant. Et ensuite, l'exposition est présentée à Montréal. Et elle fait un petit détour à Montréal aussi. Peut-être pas pour voir l'exposition, parce qu'elle va rester quand même à Toronto quelques mois, mais profitant d'être sur le chemin, elle va voir un peu à Montréal. Il y avait une exposition de la Royal Canadian Society Academy, là, tu sais, l'Académie royale canadienne, et il y avait là un tableau de Harris qui l'a beaucoup frappé, qui est un tableau qu'il a fait là, justement dans tout près de là, Enfin, vraiment, on est presque à la même date, qu'il a fait dans des exécutions qu'il a fait dans l'Ouest canadien, hein, qui sont des représentations de des Rocheuses. Et là, en voyant ça, elle dit, quand on entre hein, dans la galerie, quand on entre dans les halls d'exposition, she says, sometimes when you enter the gallery, the others die. Hein, les autres meurent, les autres disparaissent. They are a different time and a different place, a different world, and there is always that dignity and spirituality. Hein, c'est-à-dire qu'elle voit toujours ça. Dans les tableaux de Harris, il y a toujours un autre niveau. On est dans un autre temps, dans un autre espace, dans une autre place, et on a toujours cette dignité et ce côté plus spirituel. Hein. Et là, en plus, alors, ensuite, donc, elle revient vers... elle entreprend, si on veut, son long périple de retour. Elle arrête juste quelques heures à Ottawa, le temps d'appeler M. Barbeau et M. Brown, tout va bien. Et elle retourne à Toronto pour un autre 3 ou 4 jours. Et là, retourne. Et là, cette fois-là, Harris l'invite chez elle. Et là, il refait le même coup. Il lui présente des tableaux, les uns après les autres, avec cette fois-là de la musique en plus. Alors, imaginez-vous, c'était... il y avait un petit fond musical, puis les tableaux qui défilent les uns après les autres. Alors, elle parle de... Vous allez voir, elle va décrire un tableau en particulier. Je pense qu'on peut le retrouver, mais pas celui-là. Mais en tout cas, c'est des tableaux de ce type-là. C'est des tableaux. Elle parle de sea painting, hein, des tableaux avec la mer. Mais Harris ne fait pas des tableaux avec la mer. Il fait des tableaux avec les grands lacs, ou ici, avec un des lacs du parc Jasper, là, qui s'appelle le lac Maligne, où ils sont allés, et qui est une merveille d'espace puis de symétrie, si on veut. En fait, tout à fait. D'ailleurs, une des choses que Harris lui explique dans cette fameuse visite à l'atelier, parce que c'est à ce moment-là que ça se passe, il dit, ce que la théosophie m'a donné, hein, c'est une possibilité de rejoindre religion et art. Et là, il dit, ce que je cherche dans mon art, c'est d'exprimer l'ordre, l'équilibre, l'harmonie de la nature, hein, comme étant des manifestations qu'on pourrait qualifier de divines, si on veut. Hein. C'est ça que la théosophie lui apporte. C'était une possibilité d'exprimer dans des formes, si on veut, des croyances qu'il avait. Alors que, évidemment, dans les traditions protestantes où ils ont été élevés, ce lien n'est pas fait. Pour une raison assez facile à comprendre aussi, c'est que la tradition protestante est assez critique sur l'iconophilie hein, de l'Église catholique. Hein. L'Église catholique en remet, vous avez vu ça un peu récemment avec le pape, là, ils sont bons dans le symbole, hein, ils en mettent. Alors les costumes, les défilés, tout ça.
Alors, du côté protestant, c'est toujours vu un peu comme idolâtrie, popish. Hein, c'est toujours vu un petit peu négativement. Alors, d'où l'austérité, évidemment, des décors, enfin, disons, des églises, etc., des temples. Et là, d'une certaine façon, donc, une tradition vraiment artistique protestante, c'est presque contradictoire dans les termes. Alors, la théosophie, au contraire, leur ouvrait ça, parce que c'est une idée d'une spiritualisation de la nature. On parle de la nature, on va, à partir de là, l'humanité deviendrait de plus en plus spiritualisée. Enfin, bon, là, à un moment donné, Harris, à mon sens, délire un peu. Il voit que le Canada, avec l'air pur qu'on aurait ici, comme dans ces places-là, évidemment, pourrait to cleanse, il pourrait nettoyer toute l'Amérique. C'est plutôt l'inverse qui s'est passé. On a été pollué par l'Amérique, mais alors, imagine un peu ça. Cette spiritualisation se ferait, j'allais dire, presque par l'air pur. On commencerait comme ça. Enfin, là, il en mettait un peu. Mais les sea paintings, un peu, ça pourrait être aussi éventuellement des tableaux de ce type-là, c'est-à-dire des tableaux vraiment faits au lac supérieur. Et en 1927, donc on est vraiment la même année de la rencontre. Alors, on imagine à l'atelier, ce qu'il y a sur les murs, c'est les tableaux les plus récents, évidemment. Alors, ça, c'est un excellent exemple. Regardez ce que je vous disais tout à l'heure, que là, il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas rien, évidemment. Et surtout, c'est que la vérité vient en haut. Hein? Regardez, le haut du ciel est très clair. Puis ensuite, on a ces fameux rayons ici en bas qui nous tombent dessus. Puis sur le lac, il y a une espèce de réverbération lumineuse extraordinaire, là, comme... Alors, la révélation vient en haut, elle n'a pas besoin d'obstacles. Hein? Mais le tableau qu'Émilie Carr a vu, je pense que c'est celui-là. Et vous allez voir, je vais vous lire la description qu'elle fait du tableau. Je vais vous lire ça en anglais, mais essayez de suivre ce qu'on voit sur l'image. Vous allez voir, on reconnaît beaucoup d'éléments. Elle a fait ça, elle écrit ça évidemment de mémoire, en revenant chez elle. Hein? Elle n'a pas écrit devant Harris, mais elle a bien vu, je pense, le tableau. A heavenly light lay upon one corner. Hein? C'est ça. Dans un coin, il y a une lumière divine là, qui apparaît là. Shining peacefully. OK. 3 clouds form, almost straight shafts with light on their tips pointed to it. Alors là, évidemment, là, il y a certainement un gros nuage ici, il y en a un autre là, et elle voit comme une masse nuageuse tout le reste, vois-tu, d'une certaine façon. Et là, elle parle évidemment qu'ils sont entourés de lumière, on voit une petite ligne blanche autour, et puis ils pointent toujours dans la direction de ce heavenly coin de lumière qui est là. Hein? Across a blue-green sky, alors là, on ne le voit pas beaucoup, le sky, mais en tout cas, a long queer cloud lay lowered down, almost on the horizon. Hein, le grand nuage là, qui est là, presque à l'horizon. But you could move in and out and beyond it. Mais on a l'impression qu'on pourrait se promener dans cet espace-là, un peu partout. Hein, c'est ça. A small purplish round highland. Alors ça, c'est le purplish highland, est ici. Then, 4 long, simple rock forms. 1, 2, 3, 4. Hein, il y a 4 rochers au premier plan, si on veut. Purple brown, with the blue sea lapping them. Alors, le blue sea, c'est le lac supérieur, évidemment, qui est derrière. 2 warmer green herd forms. Alors, ils sont là. Un ici et l'autre là. C'est assez inouï comme description quand tu penses que c'est fait de mémoire. Là. Vous n'avez pas le tableau sous les yeux et vous en oubliez. Et and some quiet gray form that might be tree trunks in the foreground. Alors finalement, elle a les arbres aussi au premier plan. Hein? Et là encore là, des arbres morts, hein, tout le temps. Chez Harris, quand vous avez une révélation du ciel, vous n'avez pas de forêt. Alors, elle conclut en disant « Peace, my spirit enter in the quiet space of the picture ». Et donc, encore là, une expérience extraordinaire, enfin, une espèce de contact de peintre. Et d'ailleurs, à partir de ce moment-là, on pourrait dire, c'est là qu'elle dit, d'ailleurs, c'est cette conversation-là, devant ces tableaux-là, qui a été comme le pivot de sa vie. Enfin, ensuite, alors, elle veut revenir dans l'Ouest, évidemment, et se mettre au travail en tenant compte de cet impact spirituel qu'elle a reçu de la part de Harris. Ils vont toujours correspondre. Harris va tenter de la convaincre des doctrines théosophiques. Carr ne le suivra pas complètement là-dedans. C'est trop, ça devient à un moment donné un peu trop dogmatique.
Par contre, Harris va toujours être très déférent à Émilie Carr. Ses lettres sont très sympathiques, en fait. Il l'encourage tout le temps à continuer, puis il comprend son isolement là-bas à Vancouver, puis il essaie de l'encourager tout le temps. Alors ça, dans ce sens-là, il est impeccable. Mais quand il essaie de lui prêcher un peu trop là, de théorie, tu sais, according to Mrs. Blavatsky, puis, alors là, Carr se réfugie un peu plus dans une croyance un peu plus personnelle, si on veut. Elle ne retourne pas au christianisme de son enfance, mais elle se protège un peu contre l'éventuel dogmatisme qu'il pourrait avoir, même dans une doctrine comme la théosophie, qui, après tout, est aussi une façon de retrouver une société. Tu sais, quand je disais, c'est des expériences individuelles, dans le cas de la théosophie, pas complètement, puisque vous avez des associations internationales de théosophes, puis ces gens-là se réunissent, ils ont des congrès, ils ont des revues, etc. On retrouve un petit peu notre structure auquel on est habitué dans les religions plus classiques. De toute manière, Carr va être loin de lui, elle va prendre ses distances. Ensuite, il n'est pas question non plus qu'elle imite Harris complètement. Au fond, elle n'est pas jeune à ce moment-là déjà. Et on voit d'ailleurs des tout premiers tableaux qu'elle fait au retour reviennent à des thèmes indiens qui l'ont intéressée. Puisque c'est ça qui l'avait amené à Ottawa, d'une certaine façon. Alors, pourquoi pas continuer dans la même ligne? Et là, donc, elle écrit d'ailleurs sur le tableau, comme elle faisait dans le temps, l'endroit où ça a été fait, là, Skidgate. Évidemment, là, elle ne travaille plus à partir du contact direct avec les populations indiennes. Elle ne fait plus de voyage, si on veut. Elle est à Vancouver et elle travaille soit avec des aquarelles qu'elle a déjà faites, qu'elle simplifie. Et parfois aussi, on pourrait dire, vous avez presque une influence de Harris un petit peu dans certains aspects. Tu sais, comme par exemple le décor du fond ici. Ça fait penser un peu à ce tableau-là de Harris, c'est-à-dire vous avez une lumière très forte à l'horizon qui s'assombrit peu à peu, puis des silhouettes d'arbres qui sont là. On pourrait penser à une espèce de correspondance, là, si on veut, en poussant un peu. Et c'est à peu près tout ce quartier de Harris, c'est-à-dire peut-être ces genres d'éclairage un peu dramatique, parce qu'Harris lui avait expliqué ça aussi, qu'une façon d'exprimer le divin dans ses tableaux, c'était l'éclairage. Alors, on l'a vu avec les rayons, mais aussi, il dit éventuellement une espèce de lumière qui soude l'horizon et qui a l'air de montrer, un peu comme dans son tableau, le Beaver Swamp d'Algoma. Où on a la lumière plus claire, c'est comme une lumière du matin d'une certaine façon. C'est pas une fin de journée, le soleil se lève. Alors on a ces espèces d'éclairage en envers, si on veut, mais qui lui paraissait, tout à fait, qui exprimerait bien, disons, les valeurs qu'il voulait exprimer, là, le divin ou d'autres. Alors ça, c'est un des tout premiers tableaux qu'elle a fait à son retour après cette fameuse visite. Et il y en a un autre qui est assez bizarre, qui s'appelle le Weeping Totem, le totem qui pleure. Mais en réalité, ça n'a rien à voir avec les pleurs. On sait ce qui est derrière. C'est une légende d'un espèce de héros mythique indien qui avait la possibilité d'enlever ses yeux de ses orbites. Alors, il faisait ça le soir pour s'amuser, je ne sais pas trop. Alors, ce qu'on voit, c'est les yeux, ce n'est pas des larmes, c'est comme les nerfs, si on veut. Puis on a au bout des boules là, qui correspondaient à ses yeux. Et là, le mythe raconte que ses amis lui remettent les yeux en place après pour qu'il voit ce qu'il mange. Et ensuite, l'autre chose qu'il y avait aussi, ce personnage mythique, c'est qu'il n'y a pas de dents. Alors, mais il se nourrissait uniquement de phoques. Alors ça, c'est pas bien bon, vous n'avez pas de dents. Alors, il les avalait tout rond. Et ensuite, il expectorait d'une façon bruyante tous les os qu'il n'avait pas pu digérer. En tout cas, c'est un système un peu spécial. Alors donc, là aussi, vous avez affaire en fait à une figure mythique comme on en a. Il n'y a rien de plus passionnant que de lire les mythologies de ces peuples-là. Vous lirez des gros livres de Lévi-Strauss là, qui passent d'un mythe à l'autre. Absolument incroyable, une imagination absolument formidable. Et là, alors, c'est un personnage comme ça qui avait autrement dit, alors, ce n'est pas un weeping totem, c'est plutôt un totem qui montre un homme fort, un homme qui a des pouvoirs magiques, si on veut, plutôt une espèce de chaman, si on veut. Alors, ça aussi, ça a intéressé. Remarquez encore là le fond qui serait un peu à la Harris, si on veut, avec des formes simplifiées d'arbres et des gros nuages, là, de façon beaucoup moins développée qu'elle le faisait avant, enfin, de façon plus simplifiée. Aussi, sa peinture devient plus lisse, un peu comme chez Harris. Il y a moins d'effets de pâte, etc. Et elle s'en va toujours vers le plus monumental. Elle a compris ça, que ce n'est pas nécessaire d'ajouter des milliers de détails pour arriver à ses fins. Par ailleurs, elle travaille de plus en plus avec des sources, soit ses propres aquarelles, soit même des photos.
Ça, c'est intéressant de voir que son travail peut prendre ce tour-là et surtout de confronter le travail et la source, comme vous avez ici. Vous avez donc un tableau qui s'appelle Heina, qui est le nom d'un village, fait par Émile Icare, puis à droite, c'est la photo qui l'a inspiré. Une photo de 1884, donc qui représente le village à un temps. Si vous comparez comme il faut, vous allez voir, c'est vraiment la même chose. Ce personnage-là est ici, celui-là est là, plus au fond, l'espèce de boîte qui est ici au-dessus est là, les oiseaux au bout des totems ici aussi. Elle a, par contre, amélioré beaucoup le spectacle en arrière, dans le fond, et elle a pris certaines libertés, comme les canaux qui sont là, ça c'est ajouté, hein, ce n'était pas dans la photo, et aussi elle a mieux articulé, je pense, ce qu'on pourrait appeler la rangée des totems, puis celle des maisons. Hein. Les maisons sont mieux dégagées, puis on a des petits personnages ici qu'on n'avait pas là, etc. Alors, elle part d'une photo, mais elle l'interprète. Et l'exemple majeur de ce type de traitement-là, vous le connaissez, c'est le fameux tableau Blondin Harbour. Hein. Alors, Blondin Harbour, c'est situé non pas sur l'île de Vancouver, mais en face, là, sur la terre ferme. C'est un petit port. Et là aussi, elle a utilisé une photo de Newscom qui a été faite en 1901. Hein. Et alors, de quoi s'agit-il? C'est certainement, tu sais, je vous avais parlé de ça, je pense des figures de rivalité pour les potlatches, c'est certainement ça. C'est l'histoire des personnages qui sont là. C'est un concours de force entre deux géants qui sont... Il y en a un qui est vraiment fort, qui peut arracher un arbre comme ça, déchirer une baleine en deux. Hein, ça faut être pas mal fort, ça, de faire ça. Et alors là, l'autre, lui lance un défi, puis là, les deux se battent. Alors, c'est ça, c'est vraiment des figures de rivalité. Et dans le contexte du potlatch, vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le chef qui invite met au défi le chef invité de faire aussi bien que lui. Hein, c'est ça qui est un peu. Alors là, ils sont présentés comme ça. C'est les deux protagonistes, puis on raconte évidemment leur histoire, que finalement, il y en a un qui est meilleur que l'autre, puis il se promène à l'intérieur d'un rocher comme ça, puis il demande à l'autre, à son opposant, peux-tu me sortir de ce rocher-là en le cassant? Puis l'autre n'arrive pas à le faire, évidemment, puis celui qui est dans le rocher écarte comme ça le rocher sans problème, il tire un arbre dessus. Alors finalement, l'autre abandonne la partie, etc. Hein? Vous voyez un peu le genre de personnage que c'est. Et là, ce qui est très frappant par rapport à la photo, c'est que Émile Icare supprime tous les personnages qu'il y avait là. En fait, tous les gens qui étaient sur le quai, vous les avez plus maintenant. Hein? Et elle fait une remarque je pense que dans Clewick, elle dit qu'elle est retournée à un moment donné dans les années 30 vers ces vieux villages qu'elle avait visités, puis elle les trouve complètement abandonnés, il n'y a plus personne qui vit là. Elle est très touchée par la misère de ces gens-là, en fait, qui ne sont plus sur place, ils restent leur sculpture, etc. Et c'est au fond ça qu'elle a voulu indiqué ici. D'ailleurs, aussi, il y avait un autre élément. Si vous regardez sur le mur ici, il y avait des espèces de peintures. Ça aussi, elle a enlevé ça complètement. Hein. C'est comme tout ce qui reste. Donc, c'est ces figures qui peuvent être interprétées de bien des façons. On sait ce que ça voulait dire pour les Indiens, mais là, ils sont devenus comme des témoins d'un passé qui nous échappe. Et là, à partir de là, on pourrait dire que l'iconographie, en fait, disons, les sujets traités par Carl se détachent d'une relation trop directe avec les Indiens, mais par ailleurs, ce qu'elle découvre et ce qui devient le plus important, c'est la forêt. Hein? Ça devient son grand thème. Et là, ce qui m'a frappé, après ce que je vous ai dit un peu sur Harris, c'est qu'ici, le ciel n'est pas important. Hein? Tout l'espace est pris, ou presque, sauf un petit coin à gauche, en haut, tout l'espace est pris, au contraire, par les arbres, par la végétation. Hein? Et donc, vous avez un point de vue complètement opposé à celui de Harris. Harris a besoin de la mort de la forêt pour la révélation du ciel. Elle trouve Dieu dans la forêt. Elle trouve, si vous voulez, les manifestations du divin, elle les trouve à l'intérieur de la forêt. Il reste toujours un petit peu une connexion avec les Indiens, parce que d'une certaine façon, elle les voit comme ceux qui ont réussi à faire la synthèse entre croyance et art. C'est vrai, c'était une merveilleuse réussite. Évidemment, elle ne peut pas devenir indienne pour avoir la même solution qu'eux, mais elle cherche quelque chose d'analogue. Et d'ailleurs, dans les dessins immédiatement contemporains de ça, ou un petit peu précédents, on voit qu'elle joue avec l'idée d'avoir des formes très simplifiées d'arbres, qui sont là, mêlées avec des sculptures indiennes. Hein? Et donc, comme si les dieux indiens étaient présents dans la forêt.
hein, étaient comme aussi des gens qui surveillent ce qui va se passer, qui la protègent d'une certaine façon, hein, qui seraient comme cachés dans la forêt. Et si vous revenez au tableau que je présentais à Gray, là, le fameux tableau, on pourrait dire qu'on voit l'arbre, mais qu'aussi ça ici, cette partie-là est comme un œil. Hein, un peu comme ces présences indiennes dans la forêt. Maintenant, elle s'est complètement intégrée. Elle n'a plus besoin de juxtaposer des choses. Elle les intègre dans l'image, mais ils sont là. C'est comme un œil qui regarde un peu, qui surveille un peu la forêt. Et quand on a cette clé-là, ensuite, on pourrait dire beaucoup des tableaux d'Émile Carr faits de cette période-là deviennent lumineux, hein, comme par exemple ici, Hedge of the Forest, hein, c'est-à-dire le bord de la forêt. Alors, ce que vous avez au premier plan, c'est des arbres qui ont été abattus. Hein. Et ça, c'est dans les textes d'Émile Carr, c'est une chose qu'elle relève. Hein. Elle appelle ça, elle parle des screamers, hein, ça veut dire les hurleurs. Les arbres abattus laissent, quand vous coupez un arbre, surtout des gros arbres là, de la Colombie-Britannique, ils coupent d'un côté, puis ils coupent de l'autre, puis au centre, quand l'arbre tombe, là, il y a toujours une espèce de petite, des éclisses là, qui dépassent, et c'est ça qu'elle appelle les screamers, c'est-à-dire ce qui reste de l'arbre quand il tombe, qui crie, hein, parce qu'on est en train de les tuer les uns après les autres. Alors, The Edge of the Forest, c'est aussi à la fois une espèce d'hommage aux arbres qui continuent, qui reviennent à pousser, en fait les plus petits, etc., mais aussi un regret de ce qui est coupé là. Hein. Ça, c'est une préoccupation que vous ne trouvez jamais dans le groupe des 7. Hein. Ils ne sont pas intéressés par la forêt comme ça. Par exemple, vous connaissez ces fameux tableaux là, de Jack Pine, puis tout ça. Vous avez un arbre hein, au premier plan. Alors, c'est quoi cet arbre-là? En général, c'est l'arbre que les bûcherons n'ont pas abattu parce qu'il est trop proche du bord de l'eau. Il l'aurait perdu. Hein, il serait tombé dans l'eau. Mais il faut penser que tout ce qu'il y a derrière, il n'y a plus d'arbres. Tout ça est exploité. Hein. Alors, ils ne sont pas intéressés par ça. Ils sont intéressés par l'espace, par les grandes, l'évocation un peu du ciel, comme Harris, etc., évidemment, avec ses préoccupations théosophiques. Mais tandis que chez Carr, on a l'impression au contraire. La forêt devient vraiment le symbole important. Et c'est ça qu'elle fait pour le reste de sa vie, d'une certaine façon. C'est le grand thème qu'elle va exploiter. Regardez, moi j'aime beaucoup ce titre-là ici. Scorn as timber, beloved of the sky. Hein? Méprisé comme arbre de coupe parce qu'il est trop petit, puis il est trop efflanqué, puis on ne peut rien faire avec ça. Sinon, une série de cure-dents, je ne sais pas quoi, tu sais, on ne pourra pas faire grand-chose avec ça. Alors là, elle dit scorn as timber, mais beloved from the sky. Puis aussi, une autre chose qui est importante, vous allez me dire, oui, mais regardez, là, le ciel est très important, comme chez Harris ici. Oui, mais le ciel, il part d'en bas. Hein? Il ne part pas d'en haut comme chez Harris. Il s'élève de la terre tranquillement, puis il monte dans tout l'espace qui est là vers le haut. Et ça aussi, ce mouvement-là, c'est le contraire du mouvement qu'on voit chez Harris. Harris, la révélation arrive d'en haut. Hein? Elle vient de Dieu, je ne sais pas quoi, elle vient d'en haut. Chez Émile Carr, s'il y a une révélation, elle vient de la terre. Elle vient par en bas comme ça, de façon beaucoup plus discrète. Un titre, là, ça ne peut pas être plus clair. Reforestation. Hein? La reprise de la forêt, avec d'ailleurs des petits arbres là, au premier plan qui sont en train de remplacer ceux qui ont été coupés, puis d'autres à différents niveaux de croissance, puis finalement les grands arbres qu'on a laissés tranquilles en arrière. Un tableau qui est à la Mick Michael Canadian Collection, enfin, je l'ai mis en bas. J'achève, là, je vous en montre quelques autres. Le petit pin, hein? Ça aussi, ça devient le héros de son histoire, ça. Les petits arbres qui reprennent. Elle lui a donné d'ailleurs un petit côté canaille, un peu il a l'air un petit peu méchant. Et alors, je pensais aussi en regardant ça, tu sais, à l'œuvre de Jacques de Telencourt, qui est décédé récemment. En fait, vous connaissez peut-être, c'est un peintre qui a fait beaucoup de transpositions de la forêt comme ça. Et regardez ici un tableau aussi dans lequel on ne voit plus le ciel du tout. Hein. On est immergé dans la forêt et il fait noir, finalement. Hein. Vous êtes tellement à l'intérieur que là, vous avez pu... Forest Interior Black and Gray, en fait, c'est une description simplement de ce qu'on voit. Il n'y a pas de titre, le tableau, mais ça décrit simplement ce qu'on voit. On est à l'intérieur. Le peu de lumière qui filtre, tu sais, qu'on voit ici ou là, juste pour éclairer un peu, nous faire voir les choses qu'il y a à voir. Mais en fait, on est comme immergé complètement dans cet espace. Hein. Et là aussi, regardez, quand la lumière apparaît dans un tableau comme ça, comme son cèdre rouge, elle est à flanc, elle est par terre. Hein. Quand la lumière se présente dans le tableau, elle vient presque d'en bas. C'est comme si on avait un éclairage ici, on avait un autre là, un peu ici entre les arbres, mais on monte, puis là, plus on monte, plus c'est sombre, hein, d'une certaine façon.
Et je finissais avec ce tableau-là, qui est presque... Ce qu'elle retient, finalement, c'est juste le mouvement du vent dans les arbres, hein, et ça devient presque un tableau abstrait. Hein. Et là, on pourrait dire que ça a fait un peu la synthèse de l'essentiel de son message. C'est toujours jamais aller vers des révélations externes, etc. Rester à l'intérieur de l'immanence, en fait, si on veut. Trouver une transcendance dans l'immanence. En fait. Je dirais que ça pourrait résumer un peu son rôle. Alors, vous voyez ce que je vous disais au début en parlant de cheminement plus individuel, plus personnel, par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent. Hein. C'est vrai de Harris et de elle aussi. Ils sont arrivés à faire cette jonction entre leur art puis leur aspiration spirituelle d'une façon personnelle. Et finalement, à tout prendre entre Harris et Carr, mon cœur irait plutôt vers Carr. Je pense que vous l'avez senti aussi avec mon enthousiasme quand je parle de ces tableaux. Mais dans le sens que ça me paraît là moins dogmatique, finalement. Hein? C'est une expérience individuelle, précise, qui est authentique, mais qui n'a pas ce côté un petit peu prêchi-prêchant qu'on avait chez Harris. Alors, on finit avec ça aujourd'hui. Prochaine... Ah oui, je voulais finir. Écoutez, je suis venu bon PowerPoint. Là. Je vous finis avec une bibliographie. Alors, s'il y en a qui veulent lire quelque chose sur ces gens-là là, que j'ai parlé, je vous ai mis ça à la fin. Alors, puis la prochaine fois, c'est ça, on va voir un problème un petit peu particulier. C'est comment des peintres protestants ont perçu le Québec catholique. J'ai pensé l'image de l'autre, mais vue de leur point de vue. Alors, je vais parler surtout de Jackson et d'Oldgate, en fait. Et peut-être quelques autres, Paul Robinson et d'autres, en tout cas. Alors, on fera ça la prochaine fois. OK, merci.